Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Nous allons parler aujourd'hui de la belle famille et de votre sexualité. Donc, on va parler des liens qu'il peut avoir entre ces deux choses-là et comment nos relations avec la belle famille, notre famille, peut impacter directement ce qui se passe dans notre lit. Donc, vous écoutez Raviver le désir. À bientôt! Comme d'habitude, vous pouvez toujours nous écrire à info@lesexologue.ca si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur le podcast. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un peu la suite du dernier podcast où on avait parlé en fait comment l'argent amène plusieurs conflits et la belle famille aussi. Et la belle famille peut aussi avoir une influence sur votre sexualité. Parce que la manière qu'on gère en fait les relations avec la belle famille peuvent avoir des implications sur comment on perçoit notre partenaire, comment on respecte notre partenaire. Et cette perception-là et ce respect-là qu'on va avoir ou pas, en fait, envers l'autre, peut diminuer ou augmenter, en fait, le désir sexuel qu'on va avoir. Donc, tout comme l'argent, la belle famille, c'est un sujet qui vient profondément nous chercher. Mais pourquoi est-ce que ça devient souvent des conflits? Eh bien, comme on a été élevé dans un environnement souvent différent, malgré que peut-être similaire, on a des dynamiques familiales, chacun de notre côté, qu'on a appris à vivre dedans. Des règles, en fait, sociales, familiales, qu'on a intégrées finalement dans notre éducation de comment on peut se comporter ou pas se comporter, quelles blagues on peut faire, quelles blagues on peut pas faire, comment on peut parler de la sexualité ou pas parler de la sexualité, comment on peut gérer des conflits ou éviter des conflits explosifs, etc. Et donc, chaque famille a un peu tous leurs petits quirks personnels. Et quand on mélange, en fait, deux personnes dans un couple, qui viennent intégrer en fait la nouvelle famille, bien, il y a nécessairement des changements de dynamique qui s'installent et aussi un angle différent qu'on va avoir. Donc, nous, on a notre dynamique. Donc, moi, par exemple, j'ai ma dynamique. Je vais dans la famille de quelqu'un d'autre, ben moi, je deviens beaucoup plus conscient de leur dynamique à eux, comment elle diffère un peu de la mienne. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est parfois notre partenaire, comment ils agissent de façon sociale ou avec des collègues, etc., dans d'autres interactions sociales versus leur famille, peut détonner aussi. Donc, il y a des gens qui, par exemple, peuvent être d'une certaine façon avec leurs amis, leurs collègues, etc., et avec nous, mais quand ils se retrouvent avec la famille, il y a comme un changement en fait de la dynamique parce qu'il y a des règles très spécifiques à ces interactions-là sociales, ce qui peut faire qu'on voit un autre côté de notre partenaire qui peut soit nous plaire ou parfois même nous déplaire. Et c'est ici en fait que là les perceptions commencent à changer et c'est aussi une des raisons pourquoi certaines personnes attendent un certain temps avant de présenter leur famille. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'identitaire à notre famille. C'est notre famille, c'est de où on vient, c'est l'éducation qu'on a reçue, c'est les valeurs qui ont été promulguées. Puis parfois, nous, on a peut-être pris une distance, en fait, de cette famille-là, de ces valeurs-là, de cette éducation-là. Des fois, on a rebellé ou on a pris une distance, on s'est différencié un peu des valeurs familiales, mais on vient quand même de là et donc notre partenaire peut commencer à voir certaines similitudes ou différences et une façon de réagir. On est souvent parfois plus réactif aux membres de notre famille qu'on va l'être peut-être avec d'autres personnes parce qu'ils sont des personnes significatives et donc on va peut-être être plus irritable avec certaines personnes, on est peut-être même peut-être plus, c'est peut-être pas le bon terme, là, c'est un peu péjoratif, mais comme pichou finalement avec la famille. Donc, quelqu'un qui peut avoir de l'air très affirmatif dans certains contextes va peut-être se retrouver dans sa famille à ne pas être affirmatif. Donc, tout que Pichou, hein, on peut parler par exemple d'être moins affirmatif, d'être moins assertif au niveau de sa famille, de plus se compromettre, peut-être même parfois même de perdre son intégrité. Et donc, quand on remarque ces différences-là, où on vient d'apprendre une information quand même assez importante, puis là, nous, on intègre en fait cette famille-là et on peut même éventuellement faire partie de cette famille-là quand ça fait plusieurs années qu'on peut être avec quelqu'un. On commence à s'intégrer, on rencontre les beaux-frères, les belles-sœurs, les oncles, les tantes, etc. Puis il y a peut-être des choses de la famille qu'on va moins apprécier, des choses qu'on va peut-être apprécier, mais ça peut commencer à créer des clashs. Parfois, il y a certains membres de la famille qui ont peut-être des commentaires désobligeants envers
le couple ou la manière qu'on fait les choses, la manière qu'on éduque les enfants, notre sexualité, quand est-ce qu'on va se marier, etc. Puis des fois, il y a comme des tensions qui peuvent se créer quand on rencontre notre belle famille et ça peut clasher finalement avec notre partenaire. Donc des fois, les gens deviennent alliés, ça les renforce finalement, hein. Les gens sont peut-être plus rebelles face à leur famille et ça crée une genre de solidité dans le couple. Mais des fois aussi, ça crée en fait un schisme entre les partenaires où on n'est pas nécessairement d'accord comment soit notre partenaire agit dans notre famille ou on n'est pas d'accord comment peut-être notre partenaire agit dans notre famille. Le désir de voir ou pas parfois certains membres de la famille, d'être plus intolérant envers certaines personnes, avoir eu des conflits peut-être avec certaines de ces personnes-là et comment on les a gérés, soit de façon publique en famille ou de façon plus privée. Les choses qui se disent peut-être en arrière de un et de l'autre, mais qui finissent par se savoir parce que la sœur l'a dit au frère, qui l'a dit à l'autre, qui l'a dit. Finalement, ça se promène assez rapidement. Donc, souvent, le gossip, comme on appelle en anglais, les rumeurs, les choses qu'on dit, les gens aiment ça, propager ces informations-là, et donc ça finit souvent par se faire savoir. Et donc ça peut créer des tensions, des genres de conflits aussi silencieux, parce qu'il y a toujours comme une tension dans l'air, mais personne ne veut vraiment en parler parce que ça peut créer justement des conflits, soit dans le couple ou des conflits dans la famille, au point de potentiellement plus vouloir aller voir ces gens-là. Et donc, ça joue beaucoup en fait sur comment qu'on gère cette situation-là et comment en fait on voit notre partenaire et toutes ces perceptions-là qu'on peut avoir à l'égard de l'autre, de leur famille, d'où c'est qu'ils viennent, comment qu'ils réagissent, peut créer une diminution en fait du désir parce qu'on peut être insatisfait comment une personne gère une situation. Quelque chose qu'il faut par contre prendre en ligne de compte et qui est souvent une erreur que les gens font, c'est qu'ils s'attendent que leur partenaire gère leur relation conflictuelle avec la belle famille. Puis ça, c'est vraiment une responsabilité que vous devez prendre, ou ce que vous n'avez pas à demander à votre partenaire, peux-tu parler à ta sœur, peux-tu parler à ton frère, peux-tu parler à ton père de telle affaire que j'ai pas aimé. Plutôt que de vous-même, en fait, agir en tant qu'adulte, aller voir l'autre adulte et gérer le conflit entre vous. Donc, c'est une erreur, en fait, d'utiliser, en fait, son partenaire comme tampon ou comme médiateur et inversement dans l'autre sens aussi, que un membre de la famille demande au conjoint ou à la conjointe de parler à leur partenaire d'un comportement qu'ils n'ont peut-être pas apprécié ou d'une certaine chose qui s'est faite ou dite. C'est vraiment aux deux personnes concernées, en fait, à aborder le sujet. Mais c'est une stratégie qui est souvent utilisée où ce que des fois les gens vont dire, mais c'est ta famille, c'est toi, en fait, il faut qu'il gère cette situation-là, quand parfois le partenaire n'avait rien à voir avec la dite situation. Ce qu'on veut avoir peut-être, c'est un soutien face à la situation. Et si on n'a pas de soutien, là, c'est de comprendre pourquoi on n'a pas ce soutien-là. Est-ce que c'est peut-être notre comportement qui est à corriger ou à reconnaître comme étant fautif, puis nous autres peut-être à mettre notre propre tort dans une situation? Ou effectivement, vous avez peut-être une différence ici de comment en fait on aurait dû réagir, qui est en faute, qui est en tort. Puis là, c'est une question ici d'intégrité finalement. Mais souvent, on va dire, je ne vais pas aborder le sujet, mon partenaire n'est pas d'accord, je n'aurai pas en fait le soutien de celui-ci ou de celui-ci, de celle-ci ou de celui-ci. Et donc, ça fait que je vais tolérer finalement un conflit qui va perdurer parfois pendant des années, qui va se ressentir, qui ne va pas être là parce que les conflits ne disparaissent pas si on ne les règle pas. Ils ne font que rester silencieux avec un fond de background qui est tout le temps comme un peu là, pernicieux. Et parfois, des fois, ces situations-là s'accumulent. Et c'est là, des fois, que ça pète finalement, soit dans le couple, ou soit que ça pète directement dans la famille. Donc, il faut faire attention à comment on gère ces situations-là. Puis ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut encore une fois, les éviter, ne pas les aborder. Il faut en fait en parler de ces différences-là qu'on a peut-être avec notre partenaire. Qu'est-ce qu'on remarque dans la famille? Qu'est-ce qui peut nous déplaire? D'être ouvert aussi à comment nous, en fait, on intègre une nouvelle dynamique et on vient un peu bouleverser cette dynamique-là et qu'on peut l'influencer. Comment est-ce que notre partenaire trouve que nous, on gère cette situation-là en retour? Comment on trouve qu'eux gèrent dans notre famille des dynamiques que nous autres, on peut parfois trouver tout à fait normales. On a été élevés dans cette dynamique-là. Il y a des choses qu'on trouve tout à fait normales, adéquates, saines, mais que d'un angle extérieur, on voit un peu qu'il y a comme des aspects peut-être parfois dysfonctionnels. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment prendre en considération.
de vraiment écouter en fait ce que votre partenaire dit sur votre famille, parce que le fait qu'ils ont un regard externe, qu'ils n'ont pas vécu là-dedans, typiquement, on voit plus les dysfonctions de notre belle famille qu'on va le voir dans notre propre famille. Et donc, souvent, effectivement, chacun des partenaires va critiquer parfois la famille de l'autre, voyant en fait des choses qu'il trouve particulières et parfois même juste dysfonctionnelles ou pas sains, mais que la personne qui a vécu là-dedans a juste normalisé avec le temps. Ou pas qu'ils ont normalisé, mais qui se sont abdiqués finalement. Ils ont créé ce qu'on appelle une alliance collusive dans la famille, de juste pas adresser en fait ces problèmes-là. Et donc, comme on ne les adresse pas et que l'autre partenaire rentre là-dedans et ne veut pas vivre nécessairement là-dedans, c'est souvent là que ça vient clasher et causer des problèmes. Donc, pas que votre partenaire a nécessairement raison quand ils analysent votre famille, mais de porter une attention, de au moins susciter une certaine ouverture de votre part, de comment tu perçois ma famille, n'est pas nécessairement comment moi je la perçois, mais il est fort probable que ce que tu remarques, c'est des choses que je suis devenu aveugle à ou que j'ai préféré ignorer avec les années, que j'ai appris à tolérer malgré moi, malgré mon intégrité, que je me suis compromis là-dedans, que j'ai jugé plus pertinent, opportun de ne pas adresser ça et de maintenir le lien avec l'autre plutôt que de gérer avec un conflit qui va potentiellement, peut-être, même créer une rupture dans la relation. Mais là, quand vous avez un conjoint ou une conjointe qui se rajoute à la dynamique, qui eux vont peut-être faire des choix différents par rapport à ça, que eux, ça ne leur tente pas de maintenir cette dynamique-là, pas qu'ils ne veulent pas maintenir la relation, mais qu'ils ne veulent pas maintenir une dynamique qu'elles considèrent ne pas être plaisante pour eux, peut faire en sorte qu'on ne sait pas trop comment gérer avec la situation. Évidemment, une personne extérieure à la famille a beaucoup moins d'attachement que la personne qui fait partie de la famille. C'est beaucoup plus facile de confronter un conflit et de risquer potentiellement des conséquences de ce conflit-là quand c'est notre belle famille versus quand c'est notre famille. Puis généralement, c'est aussi un conflit qu'on voit souvent dans les couples où ce que le conjoint ou la conjointe se sent tout à fait à l'aise de venir bouleverser un peu la dynamique dans la belle famille, mais ne se sent pas du tout à l'aise de bouleverser leur propre dynamique dans leur propre famille parce que leur attachement est plus important. Ils ne veulent pas perdre cette relation-là, mais ou créer des différends ou créer une tension dans leur famille, mais ils se sentent tout à fait à l'aise de le faire dans d'autres relations qui sont beaucoup moins proches, beaucoup moins significatifs. Et cette incongruence-là, ce paradoxe-là de ça ne te dérange pas de faire ça, mais si tu fais rien par rapport à la tienne, peut être très, très, très frustrant pour l'autre partenaire. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que, encore une fois, ça peut jouer sur le désir sexuel. C'est que c'est un deux poids, deux mesures. Tu es prêt à venir bouleverser ça dans ma famille, créer des tensions, des chicanes, etc. Mais quand vient le temps de ta famille, tu te tais, tu dis rien, puis tu te plies en quatre. Et donc, cette incongruence-là peut créer effectivement une baisse du respect qu'on a envers notre partenaire parce qu'on ne trouve pas qu'ils ont de l'intégrité dans toutes circonstances et seulement quand ça leur convient, eux, à ce niveau-là. Parfois, en fait, des fois, c'est l'inverse, où c'est plus envers notre partenaire, en fait, qu'on va critiquer la manière qu'eux sont avec la famille. Donc, peut-être qu'on va trouver notre partenaire trop réactif avec un des membres de leur propre famille, qui, eux, ont développé vraiment une relation très conflictuelle, par exemple. Ils se chicanent facilement, ils sont irrités, ils se lancent des dards bas. Et puis, on trouve parfois que notre partenaire est comme très réactif à un membre de la famille. Puis, quand on essaie de leur en parler, comme on n'a pas vécu l'historique, on peut peut-être avoir l'historique, mais on n'a pas vécu l'historique. On est effectivement plus détaché de nos réactions émotives. On va peut-être même interpréter les intentions de l'autre personne très différemment de notre partenaire qui est très réactif. Et c'est peut-être là aussi que ça va créer des conflits. Donc, tu n'as pas aimé en fait que notre partenaire est particulièrement réactif, par exemple, à notre belle-sœur ou notre beau-frère ou un oncle ou la mère ou le père, puis qu'on veut qu'ils se tempèrent, en fait, qu'ils réagissent moins, quand eux, en fait, n'ont pas nécessairement vécu la situation. Puis des fois, ça peut être important de prendre un recul de « Ah, c'est vrai, peut-être que je suis très réactif, peut-être que j'aurais une façon
différentes, mais des fois, on a l'impression que si on ne réagit pas d'une telle façon, on va perdre face à ce membre de la famille-là, qui peut peut-être être dévalorisant, désobligeant, et peut-être le fait de façon tellement subtile que seulement vous le comprenez, mais que votre partenaire ne peut pas nécessairement le comprendre parce que vous n'avez pas vraiment la même dynamique et vous n'avez pas la même connaissance aussi de l'autre personne qui peut avoir des stratégies pernicieuses que quelqu'un ne verra pas s'ils n'ont pas été élevés avec ces gens-là. Donc, le temps des fêtes approche. Vous allez probablement rencontrer plusieurs membres de la famille. Ça va peut-être être votre première fois que vous allez rencontrer aussi un membre de la famille. Ça fait peut-être longtemps que vous connaissez ces gens-là. Peut-être que vous appréhendez ces rencontres familiales-là. Peut-être au contraire, en fait, vous êtes très heureux, vous aimez votre belle famille, mais vous avez peur de rentrer peut-être votre propre conjoint ou conjointe dans votre famille ou de se retrouver dans cette dynamique-là encore. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez peut-être des discussions à avoir, des conflits à gérer en lien avec votre famille ou votre belle famille, avec votre partenaire, avant d'aller justement dans le temps des fêtes, puis peut-être éviter en fait de sortir des fêtes avec moins d'harmonie, plus de conflits, suite à avoir rencontré ou avoir eu là, les soupers de fêtes et tout ça, puis que finalement ça va créer plus de tension entre vous et votre partenaire. Des fois, de prévenir plutôt que de guérir, ça peut être bénéfique de comment on veut choisir et comment on veut réagir à certaines situations conflictuelles. Et peut-être raviver votre désir sexuel aussi dans votre couple si vous jouez plus de façon collaborante que de façon soit combative ou collusive à des dynamiques que vous n'aimez pas dans votre famille ou votre belle famille. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel, disponible en ligne sur notre site lesexologue.ca. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à info@lesexologue.ca pour des commentaires, des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on parle dans un prochain podcast. À la prochaine!